Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le pivot de la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas un pivot dovish, mesdames, messieurs. Non, c'est un pivot sacrément hawkish que nous a délivré Christine Lagarde cet après-midi, à l'issue d'une décision qui a vu un relèvement de 50 points de base des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, ce qui était anticipé par le marché. En revanche, le discours qui était attendu au quiche l'est peut-être encore plus que ce qu'on pouvait imaginer, puisque Christine Lagarde le dit de manière explicite, endossant d'ailleurs la stratégie de la Fed du higher for longer. Les taux vont monter plus haut que ce que vous anticipez et y rester pour plus longtemps que prévu. Hit and stay, c'est la stratégie résumée par Christine Lagarde pour la Banque Centrale Européenne à travers 2023. Ainsi, les taux doivent continuer de monter significativement à un rythme soutenu, comprenez des pas encore de 50 points de base pour le prochain meeting et peut-être le suivant encore. Et ces taux vont devoir atteindre des niveaux suffisamment restrictifs au-delà de ce que le marché anticipe aujourd'hui. Christine Lagarde l'a dit tout à l'heure dans sa conférence de presse. Et ce maintien à un niveau de restriction monétaire important, eh bien, se poursuivra autant que nécessaire pour casser la demande et être sûr que l'inflation reviendra bel et bien à 2% sur l'horizon de projection de la Banque Centrale Européenne, qui a été rallongé à 2025. Et il faut d'ailleurs aller regarder dans le détail de l'horizon 2025 pour trouver qu'à partir du 3e trimestre, 4e trimestre 2025, oui, on pourrait avoir une inflation globale qui reviendrait à 2% en zone euro. Évidemment, ces hypothèses sont très fragiles, assez peu pertinentes d'ailleurs, il faut le dire. Ce sont des projections de la part de la Banque Centrale Européenne et ce qui compte, c'est le signal envoyé aujourd'hui par Christine Lagarde, signal qui est bien reçu par les marchés puisqu'on voit une correction obligataire très importante en Europe avec des taux allemands, des taux longs allemands qui prennent 10-15 points de base. On prend 20 points de base sur le 10 ans espagnol et jusqu'à 30 points de base sur le 10 ans italien aujourd'hui. Et il faut noter d'ailleurs, c'est assez remarquable pour le souligner, une grande divergence entre le marché obligataire américain et le marché obligataire européen aujourd'hui. Grande correction sur les marchés obligataires européens, alors que le marché obligataire américain, lui, reste très sage avec des taux qui continuent même de se détendre encore un petit peu au lendemain du discours de Jérôme Powell, puisqu'on a un 10 ans américain qui s'établit autour de 3,45% au moment où on se parle. Voilà donc pour les sujets du jour avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, comme une fois par mois, nous évoquerons les sujets, les enjeux de la finance solidaire avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour, le résumé de cette séance avec Alix Nguyen. Je n'ai pas évoqué la correction des marchés actions, mais c'est une correction significative avec des marchés actions en Europe qui sont dans le rouge vif ce soir, Alix. Oui, l'indice parisien chute sous l'effet d'une BCE qui, sans surprise, ralentit la cadence, mais n'en demeure pas moins déterminée à poursuivre ses hausses de taux. L'institution a choisi de relever ses taux directeurs de 50 points de base. Le taux de dépôt passe à 2%. Elle adopte donc la même stratégie que la Fed hier soir et que la Banque d'Angleterre ce matin. Lors de son allocution, Christine Lagarde a prévenu que les taux d'intérêt devront encore augmenter sensiblement et de préciser que la Banque centrale n'avait fait qu'une partie du chemin. La BCE entend maintenir ses taux à un niveau élevé sur une durée suffisamment longue pour se prémunir contre une reprise de l'inflation. L'action de la BCE passera aussi par un dégonflement de son bilan. Christine Lagarde a également présenté les grandes lignes de ce resserrement quantitatif. D'après le communiqué, la Banque centrale diminuera progressivement les réinvestissements à compter de mars 2023. La réduction sera plafonnée à 15 milliards d'euros par mois. Jusqu'à la fin du deuxième trimestre, ce rythme pourra ensuite évoluer. Et puis d'autres banques centrales étaient sur le devant de la scène aujourd'hui, notamment la Banque d'Angleterre, qui elle aussi a relevé son taux directeur principal de 0,50%.
L'institution a voté pour une 9e hausse de taux en un an à 3,5%. Il s'agit de son resserrement monétaire le plus rapide depuis les années 80. Sur les 9 membres de son comité, 2 ont voté en faveur d'un maintien du taux à 3%, considérant que le niveau actuel des taux suffirait à contenir l'inflation. Enfin, un mot des indicateurs statistiques du jour aux États-Unis avec des ventes au détail pour le mois de novembre qui baissent plus fortement que prévu. On a même le plus mauvais chiffre, en l'occurrence, depuis un an maintenant. Elles ont reculé de 0,6% après une augmentation de 1,3% en octobre. On retient aussi qu'en novembre, les chiffres de la production industrielle ressortent en baisse de 0,2% après une baisse de 0,1% confirmée pour le mois d'octobre. Et puis, toujours aux États-Unis, en décembre, on note que l'indice Philly Fed apparaît moins fort que prévu. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour commenter, débriefer les mouvements de la planète marché, planète un peu agitée aujourd'hui avec la séquence Banque Centrale qui s'est poursuivie. Nous allons en parler avec Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à David Belloc de nous accompagner. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant et stratégiste chez Mirova et Jeanne Asraf-Biton est avec nous également. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Hit and stay. Voilà ce qu'a déclaré Christine Lagarde tout à l'heure. Nous sommes là pour frapper dur et rester dur dans la longueur. Ça me rappelle un peu le moment de Jackson Hole de Jérôme Powell cette année. C'est-à-dire cette espèce de rappel à l'ordre visiblement nécessaire pour confirmer une stratégie que les marchés ont parfois eu du mal à acheter. L'idée que les taux vont monter plus haut que ce qu'on anticipe et y rester pour plus longtemps que prévu encore. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que du côté de la BCE, Madame Lagarde a voulu corriger une forme de presque complaisance de marché qu'on a vue ces dernières semaines. Qu'elle a voulu rappeler, entre guillemets, que non, il y aura bien une lutte contre l'inflation, qu'elle sera dure, que ce sera long, que ce sera difficile et que on est très loin d'avoir fini. Elle veut, je pense, remonter les anticipations, en particulier sur un taux terminal. Les anticipations de marché étaient aux alentours de 2,75. Donc là, elle nous indique clairement qu'a priori, on va monter nettement au-dessus de 3. Donc il y a quand même des messages forts. Alors, il y a pas mal de discussions pour savoir si c'est la bonne façon, on va dire, de modifier les anticipations de marché qu'elle devait trouver trop complaisantes. Il y a le même débat, parce que la Fed, au fond, Jérôme Powell, hier, avait quand même ce même souhait. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Il n'y a pas eu de modification des anticipations de marché sur la politique monétaire de la Fed. Et donc, on pourrait presque, à contrario, se dire que, ce qui est en deuxième lecture, se dire qu'au fond, elle est plus crédible que Powell. Parce que quand elle dit « je vais vraiment y aller », les marchés achètent la nouvelle ou achètent le réancrage de la politique monétaire. Là où hier, quand Powell a dit non mais attendez, ça va durer longtemps, c'est pas fini, on va être obligé de maintenir le taux terminal plus longtemps, blabla. Les marchés s'en fichent. Il n'y a eu aucune réaction de marché ou presque. Ils s'en fichent aujourd'hui, mais Jérôme Powell a déjà délivré un message très dur, encore une fois, à Jackson Hole. Je pense que c'était un moment un peu pivot dans la stratégie de la Fed pour réancrer des anticipations de marché. C'était considérablement détendu au cours de l'été. C'est le problème. C'est pour ça que je disais, est-ce que ce n'est pas un peu le moment de Jackson Hole de Christine Lagarde? Alors, ça s'était détendu autour d'un élément qui était que les marchés commençaient à pricer une récession, davantage de récession. On l'a vu sur les prix du baril. Et donc, en écho, on voyait ces anticipations qui commençaient à se répandre en se disant ça va être beaucoup plus facile que ça. Maintenant, c'était vrai aussi en Europe avec cette espèce de détente. Alors d'abord, les nouvelles économiques sont un peu meilleures que ce qu'on pensait tous, mais en plus, en termes d'inflation, surtout en Europe, mais c'est pas faux non plus aux États-Unis, les nouvelles sont pas aussi bonnes que le marché veut bien le croire. Et à notre avis, il y a un élément qu'on retrouve partout dans tous les pays, au Japon, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, partout, c'est que les déséquilibres sur le marché du travail ne se sont pas encore résorbés. Et je pense que c'est à la surprise des banquiers centraux.
Powell, hier, a essayé d'évoquer des pistes. Apparemment, ils essayent de réfléchir aux raisons. Alors, ils disent que peut-être les chefs d'entreprise, maintenant, adoptent des comportements un peu différents. Eh oui, plus conservateurs. Oui, puis parce que qui sont presque des comportements de pénurie. Conservateurs dans le sens, je conserve ma force de travail. Exactement. Plutôt que de la Et virer c'est les au moindre vent qui tourne. Ça réduire le temps de travail. Voire je stocke, entre guillemets. C'est-à-dire, je préfère avoir 1 ou 2 personnes en trop. C'est trop difficile de recruter. Et de l'autre côté, et c'est vrai aux États-Unis, au Japon, etc., il y a un problème aussi de main-d'œuvre, entre guillemets, du côté de l'offre, entre guillemets. Et avec l'immigration qui est plus faible. Donc, ils se retrouvent tous avec des pressions salariales. Donc, on a beaucoup expliqué ou tenté d'expliquer que la situation en zone euro, notamment en matière de dynamique d'inflation, cyclique, structurelle, sous-jacente, etc., n'était pas la même que les États-Unis. Mais en fait, vous êtes en train de dire, si, c'est exactement la même situation. Alors, et donc, Christine Lagarde va suivre exactement le même chemin que Jérôme Powell, avec quelques mois de retard. Pour moi, Grégoire, ça fait des mois que je dis c'est exactement la même situation, en particulier sur les fonctions salariales. La grande différence, c'est que nous avons en plus une crise énergétique. Donc, c'est une différence très importante, effectivement, mais en plus, elle brouille les cartes, parce que c'est un aléa et dont on ne sait pas très bien comment faire. On voit les prix de l'électricité là qui rebondissent, en même temps le gaz qui revient. Gazprom nous dit je vais couper les flux. En fait, ils les augmentent depuis le jour où ils ont dit qu'ils allaient les couper. Ce qui est quand même exceptionnel. Donc on voit les prix. Donc en fait, grosse incertitude en eurozone, plus grande qu'aux États-Unis, mais même problématique de demande intérieure qui est une problématique à laquelle les banquiers centraux ne s'attendaient pas. Et je pense que le rééquilibrage ou la résorption des déséquilibres post-Covid est très long, très compliqué, et que beaucoup plus que ce à quoi on pouvait s'attendre, en tout cas sur le marché du travail. David, vos commentaires sur la réunion et la conférence de presse de Christine Lagarde spécifiquement aujourd'hui. S'il y a urgence et s'il faut aller encore plus haut pour encore plus longtemps, pourquoi perdre du temps avec une hausse de 50 points de base seulement aujourd'hui ? Alors qu'on était lancé sur 75 et qu'on aurait très bien pu justifier avec un discours aussi agressif que 75 était encore légitime peut-être à ce stade. C'est vrai que j'étais un peu surpris par une hausse de 50 BP et une annonce de 2 hausses consécutives potentielles de 50 BP dès 2023 et non une hausse de 75 comme ça avait été évoqué par Schnabel il y a quelques semaines et qui finalement aurait pu peut-être davantage convenir au marché tout en étant restrictif au niveau des conditions financières. Moi, je pense qu'il y avait une fenêtre de tir après la baisse des taux, après la baisse des spreads crédit, la hausse des marchés actions. Il fallait, clairement, la BCE est en retard. Elle a augmenté ses taux de 200 BP, je crois, quand les autres banques centrales ont augmenté quasiment de 350-400 BP. 250 maintenant. Alors maintenant 250, mais on voit qu'elle essaye de rattraper son retard à vitesse grand V. Et a fortiori, dans une situation où finalement la macro est relativement résiliente, on a eu plutôt des bonnes surprises au niveau de la production industrielle. On pourra évoquer le sujet. Mais également au niveau des ventes au détail et d'une manière générale une zone euro finalement qui l'Allemagne n'est pas en récession. Récession industrielle récession, peut-être, mais récession globale non, et peut-être même pas au 4e trimestre. Le dernier IFO en Allemagne montre que peut-être que le 4e trimestre sera encore un trimestre 0+ pour l'Allemagne. Voilà, donc elle a un besoin de renchérir l'euro puisque pour importer de la désinflation. Donc là-dessus c'est pari gagné. On est maintenant à 0,6. Et donc, il y avait une fenêtre de tir. Pour autant, là où je suis quand même beaucoup plus étonné, c'est par rapport à l'inflation salariale. Pour l'instant, on n'a pas du tout, de ce qu'on observe en termes de chiffres, la dynamique d'inflation salariale en zone euro par rapport aux États-Unis, où on est à 5-6% en rythme annuel. La Fed et les États-Unis ont un problème d'inflation principalement domestique, avec un vrai déséquilibre offre-demande sur le marché de l'emploi. C'est vrai qu'il y a 3 ou 4 millions de travailleurs en fait, qui manquent sur le marché d'emploi aux États-Unis. Je n'avais pas en tête ces ordres de grandeur sur la zone euro, et en tout cas, ça ne s'est pas concrétisé par les mêmes dynamiques d'inflation salariale. Donc, on a quand même des chiffres d'inflation en zone euro qui restent très liés à la diffusion des prix de l'énergie,
à hauteur de 2/3, j'avais en tête. On a effectivement une composante énergie, une composante alimentaire, et l'inflation corps salariale reste quand même à ce stade, certes trop élevée par rapport au target de la Banque centrale, mais pas au niveau des niveaux américains. Donc en cela, je trouve qu'elle tape très très fort. Donc encore une fois, pour rattraper son retard, mais je pense que j'espère simplement que ça va être bien compris par le marché, puisque le marché, il y a quand même un volte-face dans la communication par rapport au dernier mois qui est quand même assez net là. Je trouve, ce soir. Et il fallait être aussi explicite sur l'idée que, alors il y a un meeting, le prochain est en février, je crois, le suivant doit être au mois de mars, que ces deux meetings-là, ce sera 50 points de base, en tout cas l'hypothèse centrale et le scénario central endossé par la présidente de la BCE. Oui, la situation justifie qu'elle se permette d'être aussi explicite sur un préengagement sur 2 meetings devant. Je pense qu'elle craint vraiment la diffusion des prix de l'énergie, notamment des prix du gaz, au début 2023, qui peuvent potentiellement donc, exiger ou nécessiter des rééchelonnements salariales et une inflation salariale qui peut naître de cette diffusion des prix de l'énergie qu'on n'a pas eu encore complètement. Et donc elle veut prendre sur ce point aucun risque. Donc il y a du risk management aussi dans ce discours et dans cette tonalité qu'elle a adoptée aujourd'hui. On veut gérer un risque sur des anticipations ou sur des salaires. Oui, alors après, j'ai cru comprendre aussi qu'elle était prête à assurer un découplage de la politique monétaire européenne, enfin zone euro par rapport à la politique américaine. Oui. Donc c'est un signal quand même extrêmement fort, au moment où la Fed semble quand même, alors certes n'a pas pivoté puisque le job n'est pas fait. Clairement, on a encore cette inflation salariale, on a encore ce déséquilibre. Donc je pense que Powell a clairement maintenu cette target à 5, voire même au-delà, et le fait qu'il resterait on hold toute l'année 2023. Ils sont 17 sur 19 à endosser cette stratégie d'avoir des taux à plus de 5% tout au long de 2023. Voilà. Pour autant, on a vu un Jérôme Powell, de mon point de vue, qui était au quiche, mais pas plus que ça, et assez satisfait du travail réalisé hier soir. On a une désinflation du prix manufacturier, on a effectivement un logement, des services au logement qui certes assurent positivement, mais vu la dynamique de prix de logement, on pense effectivement assez rapidement que ça contribuera à la désinflation. Donc finalement, on a essentiellement, des points de vue alimentaires aussi, c'est mieux. Donc on a essentiellement ce problème salarial aux États-Unis, mais le reste semble avoir été déjà plutôt bien en bonne voie. Xavier, l'idée de la grande divergence, alors les marchés vont vite, mais c'est assez remarquable de voir sur une journée comme ça autant de divergences entre les taux américains et européens. C'est-à-dire que les taux américains, le 10 ans, ne bougent pas, voire se détend encore un petit peu, alors que les taux européens sont à la hausse et violemment. C'est du 15, 20 BP, 30 BP pour les taux périphériques en Europe quand les taux américains vont dans l'autre sens. C'est rare de voir des mouvements aussi divergents sur une séance. Oui, mais l'année 2022 va se caractériser par un espèce de schisme. 23 ou... Non, 2022, d'accord. On est encore en fin. Oui. Mais oui, 2022, c'est une année de césure et qui crée le conflit ukrainien, crée un schisme majeur et probablement une rupture. Alors c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais une rupture en termes de compétitivité énergétique entre les deux parts de l'Atlantique. Et donc, il ne faut pas s'étonner, d'une certaine façon, que les stratégies de banque centrale intègrent cette dimension-là. Au fond, la déflation ou la désinflation de la zone euro sur ces 10-15 dernières années avait toute une série de facteurs, mais notamment un facteur qui était le sponsoring du gaz russe. Cette partie-là disparaît et disparaît probablement de manière structurelle, puisque l'adosement de la base industrielle européenne aux ressources énergétiques russes est probablement interrompu pour plusieurs décennies. Bon, je fais un peu de politique fiction, mais... Et donc il n'est pas surprenant de voir les banques centrales intégrer ces... Parce que ça modifie évidemment les régimes d'inflation de part et d'autre. On n'est plus du tout... il y avait des spécificités entre les États-Unis et la zone euro, mais là, il y a une spécificité toute singulière pour la zone euro. Moi, ce qui m'embête dans la stratégie de la Banque centrale, c'est qu'elle oublie un fait qui ne relève pas de son... La BCE. La BCE, oui. C'est que la zone euro, en tout cas l'Union européenne, a un conflit majeur à ses frontières. C'est un conflit géostratégique et on est dans une économie, je mets le terme entre guillemets, dans une économie de guerre. Alors, est-ce qu'il est approprié que la Banque centrale européenne, qui doit soutenir les États européens qui sont dans un effort
pas uniquement macroéconomique, mais dans un effort de guerre. Ils soutiennent l'Ukraine. Il y a eu encore, en ce début de semaine, une conférence internationale organisée par Paris pour la reconstruction ukrainienne. Est-ce qu'il est logique que la Banque centrale européenne prenne de telles décisions qui vont probablement avoir des conséquences, à coup sûr, dans les prochaines semaines, sur les spreads entre la périphérie et le cœur de la zone? Moi, j'en doute. Et donc, moi, ce que je vais regarder dans les prochains jours, c'est le service après-vente. Parce qu'en général, Christine Lagarde a le bon goût, elle a un track record assez puissant depuis qu'elle est à la tête de la BCE. C'est qu'en général, quand elle se loupe, il y a un service après-vente. Donc on va voir s'il y a un service après-vente. Ça se trouve, elle ne s'est pas loupée aujourd'hui. Elle ne s'est pas loupée et il n'y aura pas de service après-vente. Mais si elle s'est loupée parce que des conséquences, vous allez voir monter très vite des décodeurs. A été clair, hein. Hit and stay, 50 BP, 50 BP, plusieurs fois encore. Enfin, oui, mais on peut pas dire. C'est pas une petite erreur d'inattention ou c'est pas sa langue qui fourche. Mais elle dit aussi qu'elle est data dependent. Alors, faites coexister, c'est. Non, moi, ce que je pense, c'est que, au fond, la BCE est effectivement en retard, et surtout, le cœur des gouverneurs, ce que j'appelle, moi, traditionnellement, tu me connais maintenant, la zone marque, les gars ont pété des durites. Donc, c'est la zone marque, un taux de 10% d'inflation par rapport au mandat. Il se passe des choses dans les sociétés européennes, il se passe des choses en Allemagne. Les gens, et donc, je pense qu'elle envoie aussi un message, c'est pas uniquement un message salarial, la BCE envoie un message au corps social, et notamment au corps social de la zone marque, pour lui dire, l'inflation, on va pas laisser le truc. Et quand tu vois les révisions qui ont été faites par le service économique, le staff, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le début de l'année, bon, l'exercice est évidemment très complexe, mais qu'ils sont en dérapage complet. Et là, le retour... Et on voit la même chose du côté de la Fédérale Réserve. La Fédérale Réserve, elle dérive sur l'inflation. Et elle dérive à la hausse sur l'inflation. Big cut sur la croissance. Voilà. Une grosse révision à la baisse de la croissance l'an prochain. Et donc ça soucie les banques centrales, faites comme BCE, mais BCE particulièrement. Non, la seule chose, moi, qui me perturbe, c'est que ce discours et les décisions qui sont prises vont probablement entraîner des tensions dans la zone euro. Attendons de voir. Et ces tensions dans tu vois, les spreads s'écartent violemment. Voilà. Et donc ça, c'est jamais mon signe. Ça veut quand même dire... Parce qu'il y a un double mandat, au fond. Il y a un mandat explicite, un mandat institutionnel qui est lutter contre l'inflation, mais depuis la crise de la zone euro il y a une dizaine d'années, il y a un mandat secondaire qui est la préservation de l'intégrité de la zone euro. Moi, je pense que ce type de communication remet de l'huile sur le feu. Ça ne veut pas dire que la zone euro va exploser, c'est pas ça le sujet, mais ça veut quand même dire, et notamment du côté italien, tu vois bien que le Sénat italien est en train de discuter sur l'accréditation, pas l'accréditation... La réforme du mécanisme européen la réforme de stabilité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont enclins à ce que les ressources mises à disposition du MES soient revues à la hausse. S'ils sont enclins à ce qu'elles soient revues à la hausse, c'est que probablement ils pensent que dans les temps à venir, l'Italie pourrait être amenée à avoir recours au MES. Donc là, si vous voulez, tu as une banque centrale, tu as une présidente de banque centrale qui refait éléphant dans le magasin de porcelaine et qui dit crognonieux de crognonieux. Et donc je trouve que c'est pas un discours équilibré. Alors c'est très difficile parce qu'il faut faire un... Vous voyez, c'est la grande difficulté. Et on lâche du côté de Jérôme Powell. Moi, j'observe des fois un écartement entre le communiqué et la conférence de presse. On voit qu'il a du mal à équilibrer. Là, c'était pas le cas hier soir, mais c'était le cas il y a 4 ou 6 semaines où là, il y avait... C'est vrai que sur le communiqué, les taux US ont monté de 10 bips et quand il a commencé à parler, ils sont retombés de 10 alors que la précédente conférence de presse, c'était l'inverse. Ouais. Donc, il y a une très grande difficulté à calibrer la syntaxe des communiqués, qui sont un fruit de compromis très, très poussé, et la syntaxe verbale. Là, j'ai l'impression que Christine Lagarde s'est peut-être laissée emporter dans la question-réponse. On va le savoir très vite parce que s'il n'y a pas de service après-vente, elle ne s'est pas laissée emporter. S'il y a un service après-vente des gouverneurs, eh bien, ça voudra dire qu'elle s'est peut-être un peu laissée emporter par la fougue de cette conférence de presse. Mais en tout cas, moi, j'y vois je suis assez dans la ligne. Le signal est quand même assez clair. Et une forte maladresse. Et à cet instant précis, je ne suis pas sûr que ça soit approprié. Maladresse, je ne juge pas, mais en tout cas, le signal politique est très clair de ce point de vue-là. Alors, Jeanne. Puis après, j'aimerais qu'on explique pourquoi le marché ignore Powell. Mais allons-y encore sur la BCE. Moi, j'aurais quand même dit, en ce qui concerne la zone, il y a 2 choses qui m'ont frappé ces derniers temps. Un, c'était le resserrement des spreads, qui était quand même... Donc, elle a pu se dire, ah bah tiens,
c'est le moment ou jamais de passer un gros message inflation, parce que je vais peut-être, effectivement, les spreads se sont réécartés de 30 bips, mais ils avaient contracté de plus. Donc, c'était presque étonnant, ce resserrement, honnêtement. Et puis, l'autre élément, c'est que, il y a 2 autres éléments, c'est que quand on regarde, la BCE nous donne les chiffres de réinvestissement des PEP. Oui. Ça fait 4 Programme mois. pour la pandémie. Hein. Oui. Oui. Donc, et elle a une flexibilité qui lui permet d'investir plus ou moins sur tel ou tel pays. Sur les mois d'août, septembre et on a eu octobre-novembre, elle n'a pas utilisé la flexibilité du tout. Donc, pas besoin d'utiliser du tout. Donc, elle peut se dire aussi, aucun de mes outils, je n'ai pas eu besoin de recourir à aucun de mes outils. Je peux y aller encore un peu plus fort. Je peux y aller. Enfin, voilà. Et peux y puis, aller franco. elle a quand même aussi insisté, et c'est une problématique qui, à mon avis, est différente aux États-Unis, sur le fait que les pays européens mènent des politiques de relance extrêmes. Ah oui. Et qu'elle a dit, c'est inflationniste à moyen terme. Donc, il y a un signal fort aussi. Je pense qu'ils ont, là, on est à 600 milliards sur l'Europe. Émission nette l'an prochain? Non, pas les émissions nettes, juste les plans énergie. Ah oui, les plans énergie, d'accord. Oui, qui vient avec quasiment 200 milliards. C'est l'ordre de 2-3 points de PIB par État. Hein. Oui, bien sûr. Et on va se retrouver. Donc, il y a quand même un message. Et je pense que la BCE va être très embêtée en début d'année avec le mur de dette qui arrive en janvier-février. Et puis ensuite, avec des émissions nettes qu'elle ne pourra pas du tout absorber. Alors, la petite victoire d'Ovich quand même du jour, c'est que la stratégie de réduction de bilan sera très graduelle et commencera à partir de début mars, là où certains imaginaient qu'on pouvait attaquer peut-être dès janvier. Pourquoi pas? C'est la contrepartie du 50 points de base, peut-être, ou en tout cas du discours très agressif. Il y a quand même des petites graines pour les colombes, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Des miettes. Des miettes. Des miettes de graines. Un quantitative tightening, effectivement, peut-être plus graduel, plus léger aussi, 15 milliards et non 25 attendus par le marché, dès le mois de mars. Donc qui laisse présager effectivement sur ce point un impact assez faible à la hausse sur la prime de terme. Mais il y a quand même 2500 milliards APP à réduire. Ouais. Donc ça risque d'être effectivement assez long et je pense qu'effectivement ça aura un impact haussier aussi quand même sur les taux longs zone euro, Bund à terme. Et quand elle dit on est là pour jouer sur le long terme, elle fait référence à l'idée d'une réduction du bilan, oui, qui pourra être progressive, graduelle, mesurée, modérée, mais qui s'inscrit dans un temps long. C'est ça. Ouais. Pourquoi est-ce que le marché ignore Powell, David? Pourquoi est-ce que le marché... Alors, Jérôme Powell, il a commencé plus tôt que Christine Lagarde, il a eu son moment Jackson Hole où il a pu remettre les pendules à l'heure, mais c'est vrai que sur la conférence d'hier, il considère que les conditions financières se sont durcies, il le constate, mais que c'est pas encore suffisant et que, croyez-nous, 17 membres du FOMC sur 19 sont d'accord avec moi, on ira à plus de 5% sur les taux directeurs et ce pour toute l'année 2023. Pour autant... Alors, les taux américains n'ont pas tellement bougé sur le meeting, et puis les anticipations de baisse de taux persistent de manière durable dans le marché, avec même l'idée qu'on pourrait avoir entre mi-2023 et mi-2024 jusqu'à 150 points de base de baisse de taux aux États-Unis. Alors, effectivement, sur ces anticipations de taux terminaux, je suis assez surpris puisqu'il a été très clair et je pense qu'effectivement... Et le 2 ans est à 4,25. Et le 2 ans à 4,25. Donc, je pense qu'effectivement, ils ont tout intérêt à monter assez rapidement à 5 et maintenir ce niveau de 5, a fortiori si le scénario macro pour les États-Unis est un scénario de soft landing ou une récession légère. D'ailleurs, la Fed a évoqué 0,5% de croissance 2023, donc c'est pas vraiment une récession, c'est un ralentissement technique. À confirmer là encore. Non, je pense que le marché sur la partie longue des taux US anticipe ce que sera ce taux directeur sur les prochaines années. Et je pense que là-dessus, Powell, la Fed, a gagné beaucoup en crédibilité et les intervenants sont assez sereins par rapport à la capacité de la Fed à juguler cette inflation, y compris salariale, pour atterrir sur une inflation peut-être à 3% salariale à terme par rapport aux 5-6 actuels, qui, compte tenu des gains de productivité, correspondrait donc à... Non, une inflation de 2 salariale, gain de productivité, ça nous fait des taux à 3. Donc,
à moyen long terme, c'est quelque chose d'assez cohérent. Sur la partie... Donc le marché a plus confiance dans la stratégie de la Fed que ce que laisse transparaître Jérôme Powell lui-même. D'une certaine manière, Jérôme Powell, il dit il faut qu'on continue, il y a du boulot à faire encore, et le marché dit mais c'est bien, vous l'avez fait, vous allez le faire, et même peut-être l'inflation sera revenue à des niveaux suffisamment confortables pour vous permettre peut-être d'ajuster un petit peu à la baisse vos taux directeurs fin 2023. Un peu complaisant, hein. Je pense qu'il faut quand même attendre les prochains chiffres d'emploi en janvier. On a quand même encore un marché du travail qui est clairement tendu. Donc c'est loin d'être gagné. Je pense que là, il y a peut-être un peu de complaisance. Il y a aussi tout simplement des niveaux de taux qui sont attractifs. Si on anticipe un mouvement de désinflation, à partir du moment où on accorde ce crédit à la Fed futur et donc finalement un niveau de taux à 4,2 sur du 2 ans qui est extrêmement attractif dans cette optique, on n'a pas nécessairement envie de vendre. Il y a un flux acheteur marginal sur ces niveaux, tout simplement. Bon. Comment vous comprenez effectivement le rationnel qui amène des investisseurs à imaginer que la Fed soit en mesure de baisser ses taux à partir de 2023, malgré le fait que Jérôme Powell essaye de repousser ce pricing? Alors, il n'y est peut-être pas allé avec la manière forte hier, il a peut-être été un peu plus cool que les fois précédentes, mais quand même, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas, et 17 membres du FOMC sont d'accord avec lui de ce point de vue-là. Non, mais là aussi, il y a une dualité dans l'inflation. C'est un peu comme les vagues au bord d'une plage. Des fois, elles s'additionnent. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a eu la vague, qui est vague un peu pénurique, qui était due au Covid. On le voit sur les biens industriels, les biens manufacturés. Et le marché voit très bien qu'il y a une bosse et qu'on est dans une phase de reflux. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la baisse de l'inflation tendanciellement. Une contre, on voit que sur les biens non manufacturés ou les services, on est globalement sur un plateau. Et donc le marché escompte que progressivement, sur une grande partie de la premier semestre de l'année prochaine, on commence à avoir un reflux. Donc le sentiment, c'est que le point haut est derrière nous et que le phénomène va être peut-être plus lent, mais qu'il va y avoir une érosion. La Fed semble dire, attention, là on est sur des biens non manufacturés ou sur les services, et donc il peut y avoir quelque chose de plus structurel dans l'inflation, pas nécessairement conjoncturel. Et le débat est un peu là-dessus. Le marché postule que ça reste du conjoncturel, ça reste du cycle. Y compris la partie service cœur, il s'est beaucoup focalisé là-dessus. Il n'y a pas de modification, il y a des modifications structurelles, mais ce n'est pas copernicien. On n'a pas changé de régime d'inflation comme on l'entend très régulièrement. Et donc il y a ce combat. Hein. Du côté de la Fed, je pense qu'ils sont, d'ailleurs, sur le marché du travail, ce que tu disais est tout à fait, sur le marché du travail, il y a un vrai problème pénurique. D'ailleurs, on peut même s'interroger comment la Fed peut, avec des outils monétaires, impacter le marché du travail qui est dans une problématique structurelle, qui est vieillissement démographique, le cycle des pénurie. Il y a une question de pénurie. Voilà. Et donc là, problème d'offre. Elle peut jouer sur les offres d'emploi. Ah bah... C'est ce qu'elle essaye de faire. Elle ne veut pas jouer, elle pèse sur les offres d'emploi. Oui, mais ça n'a pas l'air de marcher. Ça marche un peu. Un tout petit peu. C'est quand même. Donc oui, voilà. Un peu. Et donc, je pense que, bon, revenir à ta question, je pense que le débat, il est là-dessus. Du point de vue du marché, il y aura une normalisation. Il n'y a pas eu d'impact structurel. C'est très discutable. Hein. Et, du point de vue de la Fed, si, il y a une analyse clinique, il y a un impact structurel. Moi, j'ai tendance à dire, là, pour l'instant, je suis dans une situation un peu normande, pourtant j'ai des origines bretonnes, et je dis quand même que ce qui se passe quand même sur les services, le fait qu'on est sur un plateau, alors c'est un plateau tout récent, c'est un plateau depuis l'été, au fond, donc c'est pas suffisant. Mais je ne serais pas surpris qu'on voit une inflexion, une inflexion baissière. Et à ce moment-là, ça va conforter le marché. J'observe que sur les obligations indexées, sur du 10 ans ou du 5 ans aux États-Unis, ça a bien reflué. On est à 2,25 ou 2,35. Donc ça veut dire que même sur des obligations indexées sur l'inflation américaine, ça passe. Donc c'est un vrai sujet pour la Fed. C'est pas du tout la même chose en Europe. Hein. C'est une autre limonade, comme on dit. Hein. Jeanne, moi, il y a un truc qui me frappe dans le FOMC. Encore une fois, en septembre, date du dernier meeting avec des projections de la Fed. L'inflation cœur était à 6,6% sur un an. C'était le plus haut du cycle. 0 membre sur 19 participants à la décision de politique monétaire envisageait des taux à plus de 5% en 2023.
3 mois après, en décembre, alors qu'on a 5 mois de reflux de l'inflation et des indicateurs d'activité qui commencent à baisser un peu, ISM Manufacturing est à 47, on a 17 membres sur 19 qui nous disent on sera à plus de 5 et on va y rester pendant au moins 12 mois. Alors moi, ça rejoint la problématique qui est évoquée juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ces problèmes d'inflation se modèrent, mais à un rythme lent. Et ça, les marchés, Powell, tout le monde est d'accord. La question après, c'est que le marché, à mon avis, se dit, si ça se modère en 2023, allez, même si l'inflation est à 3, il va commencer à rebaisser les taux. Et là, Powell dit non, il faudra attendre 2%. Et c'est là, je pense qu'il n'y a pas de... Les anticipations de marché disent bien un taux à 5, quelque chose comme Powell. Tout ça, c'est en accord. En revanche, c'est le temps pendant lequel il va maintenir les 5. Et ça, je pense que ça dépend de la résolution qu'a la Fed de ramener vraiment à 2 ou de se contenter d'une tendance bien marquée. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un biais de confirmation très fort qui nous aveugle, y compris nous-mêmes, en partie, c'est-à-dire après avoir sous-estimé l'explosion de l'inflation, sa persistance, ils ont tellement peur de refaire cette erreur. Mais est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas imaginer à ce stade qu'on soit surpris par la vitesse de décélération de l'inflation quand on met bout à bout des éléments de chaîne de valeur qui se détendent, un marché du travail qui va se dégrader, plus un choc monétaire historique dont les effets sont encore devant nous? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que fin du deuxième trimestre, on sera à 4% d'inflation aux États-Unis? Moi j'ai un peu une intuition qu'on pourrait avoir des effets cumulatifs qu'on ne soupçonne pas. Mais il sera toujours à même de changer. Il le dit, la politique monétaire est flexible. Mais il y a une chose qu'il faudra, et je ne suis pas encore certaine de ce que le marché croit ou pas, c'est est-ce que vraiment ils veulent aller à 2% ou est-ce qu'ils commenceront à infléchir avant? Ça, je pense que ça peut modifier la donne. Il y a un point intéressant parce qu'il a été interrogé sur une évolution possible de l'objectif d'inflation. Non. Il est catégorique. Il dit C'est nous ne considérons pas, et jamais nous ne considérerons une telle évolution dans aucune circonstance. Après, il y a une petite phrase où il dit ça peut être un longer run project, enfin, ça peut être un projet de plus long terme à un certain stade. Mais bon. Ce qui permet d'entretenir la conversation. Mais aujourd'hui, alors que beaucoup d'académiques l'écrivent, quand même, cette nécessité de réviser remonter peut-être à 3 pour des raisons, le green, etc. Bien sûr. Mais c'est pas le moment. Non, mais c'est normal. Parce que là, Qu'est-ce qui est normal? Qu'il y ait cette réponse-là, parce qu'il ne peut pas changer l'objectif. Ce serait, tant qu'il n'est pas atteint. Non, voilà, il est dans un mandat. Il doit terminer conformément ce mandat par rapport à l'objectif ancien, quand bien même il est modifié pour des raisons non pertinentes. Oui, ou on réintègre les externalités négatives. Par contre, au terme de ce processus, quand la situation sera dite apaisée, là, à ce moment-là, c'est un problème de crédibilité pour la Banque centrale. C'est logique. On ne peut traiter ce sujet-là de l'objectif et de manière quasiment coordonnée à l'échelle mondiale, même si les États-Unis auront un droit de seigneuriage. Ça ne peut être fait que dans une situation normalisée. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est un problème de crédibilité majeur. David, qu'est-ce qui t'intéresse à part les banques centrales? S'il nous reste quelques minutes, quand même, on peut évoquer d'autres sujets. Mais la question de l'investissement, tout simplement. Alors bon, là, il y a le rappel à l'ordre de la Banque centrale européenne, au terme quand même d'une séquence, on l'a rappelé, très positive, de détente des conditions financières. Donc on a eu les spreads de crédit se resserrer, tout a payé, quoi. Le crédit, les marchés actions en Europe, notamment, qui ont repris 20% là en 2 mois. Bon, comment on a envie d'attaquer tactiquement l'année 2023 sur le plan de l'investissement? Alors, moi, personnellement, on n'a pas été trop surpris par ce rallye. On était surpondéré action. Je pense qu'une partie de la hausse était complètement justifiée. À la fois d'un point de vue macro, la résilience macro dont on parlait, la baisse de la prime de risque géopolitique, US-Chine quand même aussi, la baisse du prix du gaz, le début de désinflation, même si encore ça reste à confirmer à la fois aux États-Unis en Europe. Et un positionnement qui était extrêmement défensif fin septembre, extrême. Donc, dans un premier temps, un flux technique de short squeeze, mais ensuite accompagné par un news flow macro et fondamental qui pouvait quand même permettre de justifier une partie de ce rebond. Là, c'est vrai qu'on arrive, mis à part la baisse d'aujourd'hui, à des niveaux, notamment sur le marché actions, qui sont entre moins 10 et 0 sur la partie européenne. C'est contenu. Donc, je pense que le marché allait un peu vite.
à la fois au niveau de la baisse des taux, des baisses des spreads et renchérissement action, compte tenu de l'incertitude quand même des prochains mois, de point de vue donc monétaire, macro, et des prix de l'énergie aussi, qui reste quand même la grande inconnue. Donc un repli tactique dans un mode trading range en attendant une confirmation de ces signaux nous semblerait assez logique. Pour autant, on reste et on fait partie de ceux qui pensent qu'on pourrait avoir une certaine résilience et une récession modérée, à la fois aux États-Unis et quelque part en Europe, tout dépend du prix de l'énergie, qui nous permettrait, si effectivement ce pivot banque centrale est opéré quelque part à la fin du premier ou deuxième trimestre, d'obtenir des rendements positifs sur les classes d'actifs risqués. Et donc, on est quand même plutôt constructif à la fois sur le crédit et sur les actions pour fin 2023. Oui, on n'est pas dans l'idée que 2023 sera une répétition de ce qu'on a vu en 2022. Il y aura... Non, on croit à ce mouvement de désinflation, on croit au fait que la hausse des taux et banque centrale va finir par payer, que ça permettra de resolvabiliser le pouvoir d'achat réel des ménages. On croit aussi qu'on n'est pas dans le cadre d'une récession 2008, on n'a pas de deleveraging forcé, on n'a pas, que ce soit des entreprises ou des ménages qui sont obligés de vendre en catastrophe leurs actifs pour faire face à des dettes. On a donc une réserve d'épargne quand même assez copieuse en zone euro, un peu moins aux États-Unis, elle a été consommée, mais on a au moins pour ce qui est du privé, c'est-à-dire les entreprises et les particuliers, une situation de bilanciel qui est quand même rassurante de ce point de vue et devrait nous permettre d'éviter une récession sévère. Ouais, et on a d'ailleurs aussi, et c'est ça la difficulté, c'est que cette hausse de taux a moins d'impact sur ce consommateur ou ces entreprises. Elles n'ont pas besoin de surfinancer à court terme. Et donc, c'est aussi pour ça et d'autre part, le marché de l'emploi, comme on l'a dit, reste résilient. Et donc, c'est pour ça que cette dynamique d'inflation pourrait aussi être peut-être plus lente à se résorber. Bon. Quels sont les signaux un peu forts qu'on a envie de suivre en matière d'investissement pour 2023, Jeanne? Et puis peut-être les bruits du moment qu'il faut écarter. Jusqu'où on a envie de prendre du risque, là? Je dirais qu'on a des éléments, on va dire, pour nous qui sont quand même intéressants ou qui nous donnent envie pour 2023. On n'est pas tout à fait à l'aise avec le timing, c'est-à-dire rentrer maintenant. Mais on sait très bien que le timing, c'est toujours un problème. Et quand on a une idée, il ne faut peut-être pas trop hésiter. Donc, il y a quand même la grande thématique qui vient s'affirmer aujourd'hui, qui est la thématique quand même que le dollar a probablement atteint un point haut, donc qui est une thématique importante pour les pays émergents. On pourrait ajouter à ça la thématique de la Chine, parce que certes, l'activité, on a encore vu des chiffres très mauvais aujourd'hui, l'activité, mais tout ça appelle une réaction des politiques économiques qui est en train de se mettre en œuvre. Et on a envie de dire, les marchés qui ont été très défensifs en 2022, on n'a pas forcément envie de les préférer. Mais le shift, on va dire, et l'évolution devrait être progressive. Mais il y a la grande inconnue, ça reste quand même l'eurozone qui nous semble avoir un attrait qui est lié à son risque dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qu'on évoquait, le fait que les entreprises vont bien, etc., on a envie de dire oui, mais que va-t-il se passer quand il y aura une confrontation au prix de l'énergie? C'est-à-dire, est-ce que... On parle beaucoup du fait que les entreprises, le tissu pourrait être atteint par la confrontation. Là, on voit les prix de l'électricité qui remontent à 500. Elles n'ont pas été protégées de la même manière dans tous les pays. On est bien d'accord. Alors, il y en a qui vont l'être l'année prochaine, d'autres qui vont cesser de l'être. Oui. Donc, il y a quand même des dynamiques qui sont compliquées à lire. On peut espérer que l'aléa politique, géopolitique redevienne favorable. Alors, on n'est pas spécialiste, mais d'aucuns évoquent quand même la possibilité qu'il y ait un cessez-le-feu courant 2023. Ce serait un grand soulagement pour la zone, qui serait, pour une zone qui est quand même plutôt décoté par rapport à d'autres régions. Donc, il y a des aspects régionaux. Il y aura probablement une thématique intéressante. Il nous semble que c'est un peu tôt, mais elle viendra, qui est la thématique des petites valeurs. Qui ont tellement souffert. Alors, on a tous été sous-pondérés. Et depuis plusieurs années maintenant. Depuis plusieurs années, il y a un moment où ça peut être une... Alors, on est beaucoup plus réservé sur les thématiques value et growth parce que pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, mais dans beaucoup d'indices value, il y a l'énergie. Donc, ça fausse beaucoup les lectures
des thématiques elles-mêmes. Je comprends. Mais voilà, Donc, des perspectives, le tout, c'est de trouver le bon timing. C'est une question de point d'entrée. Pour revenir là, on a envie d'acheter des creux de marché ou est-ce qu'on a envie d'attaquer l'année 2023 en toute prudence? Non, en septembre, ça avait du sens parce qu'on était sur des déciles de valorisation qui étaient très, très, très faibles. Là, globalement, on s'est normalisé. On n'est pas loin de 50% en déciles de valorisation. Donc ça reste intéressant, mais il y a encore pas mal d'impondérables au début de l'année prochaine, enfin sur la première partie de l'année prochaine. Il y a le coût des intrants énergétiques. La situation géostratégique, moi-même je disais, je crois à la dernière émission, j'escomptais une solution peut-être diplomatique, en tout cas diplomatique, ça ne m'est mais au moins cesser le feu. En ayant creusé par curiosité toute personnelle le sujet, je vois plutôt des éléments tout à fait contraires. J'en mentionne un seul la semaine dernière. Il y a une attaque de drone ukrainienne en territoire russe sur un aéroport militaire russe. C'est la première action sur le territoire russe. Donc ça laisse pas, au fond, ça laisse augurer plutôt d'une intensification dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est pas très bon signe. Moi, ce que j'attendrais, c'est quand même de voir le coût des intrants. Les intrants énergétiques pour la zone euro. Par contre, les valorisations sont moins faibles qu'elles ne l'étaient en septembre. Elles restent toujours intéressantes, mais il n'y a pas de raison de se précipiter. La seule bonne nouvelle, c'est que quand il y a de l'inflation, il y a une croissance nominale. Oui. On a du chiffre d'affaires qui croît. On a même des marges qui se stabilisent. Et ça, au fond, les marchés actions l'ont oublié ont eu des raisonnements un peu pavloviens sur 2022. Ils l'ont oublié. Ils ont raisonné avec les récessions dans un univers de faible inflation. Et ils ont découvert, ils ont à chaque coup été rappelés par la patrouille, c'est-à-dire les agrégats. Les agrégats, il y avait d'énormes écarts. Et donc ça, on devrait pouvoir le voir sur la deuxième partie de l'année 2023. Et donc ça veut dire que le marché va le pricer peut-être... L'anticiper un peu. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc je suis pas très inquiet, quoi. Mais je serai prudent quand même sur les prochaines semaines parce que les valos, on a un peu normalisé. Oui, quoi. Évidemment, et on va corriger les excès de pessimisme. Avec le discours de Christine Lagarde, il faut intégrer une petite prime de risque, me semble-t-il. Bon, joyeux Noël, comme nous disait Christine Lagarde tout à l'heure à la fin de sa conférence de presse. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Jeanne Asraf-Biton, BFTIM et David Belloc, Mirova. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous retrouvons Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, pour évoquer les enjeux et les sujets du moment pour l'économie sociale et solidaire et l'économie à impact, comme on l'appelle aujourd'hui. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Grégoire Fabien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous chaque mois pour évoquer les questions d'argent et de sens qu'on veut donner à son argent, puisque c'est quand même le sujet de l'économie à impact. Vous vous penchez alors évidemment avec Mediatico sur l'actualité des placements solidaires et responsables. Et ce mois-ci, vous êtes focalisé notamment sur le segment des banques éthiques. Les banques éthiques, les fonds d'investissement éthiques, parce que c'est dans l'actualité. C'est peut-être aussi un petit peu l'esprit de Noël, parce que là, chez Mediatico, on sort d'une émission sur comment faire un Noël éthique. On a invité Rejouer avec des jouets de seconde main, un label Emmaüs, où vous pouvez trouver des petits cadeaux vraiment pas chers, mais quasiment neufs. On a invité Eticadeau aussi, la carte cadeau. Voilà, jusqu'au 24 décembre à 17h, vous pouvez faire un cadeau encore, même si tous les magasins sont fermés. Mais c'est quand même, et surtout parce qu'il y a pas mal de scandales dans l'actualité, et qu'on s'est dit, tiens, on va aller creuser un petit peu cette question-là. Alors évidemment, il y a cette Coupe du Monde de football au Qatar, dont on a déjà suffisamment dit qu'elle était anti-écolo, anti-sociale. Il y a ces dessous de table, là, qui arrivent au cœur du Parlement européen. Alors on y croyait quasiment. Enfin, on pensait que c'était plus possible, ce genre d'affaires-là. Si, c'est toujours possible en 2022. Et puis, il y a ces scandales sur BNP Paribas, ces actions en justice des ONG contre Total Energy, qui financeraient le chaos climatique. Alors, on voit du coup comment l'argent abîme la démocratie, la planète, l'environnement, alors qu'en fait cet argent pourrait solutionner énormément de choses. Et d'ailleurs, les financiers disent, mais nous faisons partie de la solution. Bon, c'est pour ça, en fait, que nous, chez Mediatico, on considère que c'est important de parler d'éthique quand on parle d'argent et quand on parle de placement. C'est pour ça que je vous parle de temps en temps d'investissement socialement responsable, de finances solidaires, et cette fois-ci, donc, de banque éthique. Dans le même temps,
il y a eu cette enquête du Monde, Voilà. publiée il y a fin octobre. Ouais, c'est ça, c'était il y a 3 semaines maintenant. Il y a 3 semaines Ouais, trois maintenant. semaines, ouais, ouais. Donc, je rappelle un collectif de médias européens dont le Monde Dizaine de fait médias, partie, reprenant une étude. Alors, j'ai plus en tête l'organisation qui s'est chargée de réaliser cette étude. Bon, l'idée était quand même d'aller pointer du doigt des fonds verts qui ne seraient pas aussi verts que ce qu'ils veulent bien afficher. Et même des fonds super green, disait-il. Alors effectivement, le problème, c'est qu'on trouve aujourd'hui sur le marché plein de types d'étiquettes. On a des fonds climat, on a des fonds bas carbone, on a des fonds verts, on a des fonds pour la planète. Et en fait, on s'y retrouve plus du tout. Les labels que l'on connaît, les labels ISR qui utilisent les critères ESG, environnement, social, gouvernance, on a l'impression qu'ils ne veulent plus dire grand-chose, alors même que le label ISR est en pleine refonte, Oui. au niveau même européen, pas seulement juste en France. Et en fait, on ne comprend plus, alors qu'en France, si je prends juste les fonds verts, ils pèsent quand même plus de 2000 milliards d'euros d'investissement. Donc on se dit à quoi est-ce qu'on est en train de jouer là en ce moment. Donc il y a ces médias qui font une enquête. L'enquête a voulu vérifier si ces fonds verts luttent vraiment contre le réchauffement climatique. C'est pas est-ce qu'ils sont verts, ça veut rien dire. Est-ce qu'ils sont verts, est-ce qu'ils sont pas verts. Est-ce qu'ils luttent contre le réchauffement climatique comme ils disent s'y engager. C'est ça la question de fond. Et alors un exemple que cite Le Monde parmi d'autres évidemment, l'américain BlackRock par exemple, il a un placement qui s'appelle énergie durable, 6 milliards de dollars d'investissement. Il est censé exclure le charbon, le pétrole et le gaz et ne financer que les énergies propres. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce fonds-là ? On voit que ces 3 plus gros actifs sont des électriciens allemands avec RWE, italiens avec Enel et américains avec Nextera. On voit que ces acteurs-là produisent la moitié de leur électricité à partir des hydrocarbures. Et donc, évidemment, ils ne sont pas super green. Et donc, la promesse n'est pas tenue. On est en plein greenwashing si on considère que le greenwashing, c'est quand on fait de la communication qui va à l'encontre de la réalité de nos pratiques. Bon, comment ça se passe en Europe ? Qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête du Monde, Frédéric ? Alors, en Europe, on a cette réglementation européenne sur les services financiers qui est devenue beaucoup plus exigeante depuis l'an dernier. C'est le SFDR, pour les spécialistes. Les fonds d'investissement durable, donc il y a plusieurs articles, le 6, le 8, le 9. Bon, les fonds d'investissement durable, ils doivent être durables à 100%. C'est pas 99, c'est 100%. C'est ce que dit la réglementation européenne. Et ça, c'est l'article 9. Or, l'enquête du Monde et de ces 10 médias européens nous dit que sur les 800 fonds classés article 9 en Europe, la moitié investit encore sur les énergies fossiles ou dans le secteur aérien, qui sont les 2 secteurs les plus émetteurs de CO2, donc qui ne luttent pas du tout contre le réchauffement climatique. Et on apprend aussi qu'en France, Total Energy figure dans 10% des fonds durables. Et même, il y a une autre étude qui nous dit que Total Energy figure dans 19% des fonds ISR en France. Et puis, dans le même temps, on a Novetic qui a fait une enquête parallèle sur 200 fonds d'investissement durable, là aussi. Même constat. Donc, en fait, on a quand même un problème de fond. C'est qu'on a plein de fonds d'investissement aujourd'hui qui utilisent la mention article 9 comme un label, qui s'en prévalent, qui essayent d'attirer des investisseurs pour constituer leurs fonds et investir derrière. Sauf que ça ne représente pas la réalité de ce qu'ils font. Il y a un mensonge sur la plaquette d'information. Et puis, on sait que la Commission européenne s'en préoccupe. Elle a décidé de changer sa réglementation SFDR en 2023. Et donc, ça va démarrer en janvier. L'aboutissement, c'est décembre 2023. Oui, il y a un rapport de 200 pages qui arrive. Voilà. Oui. On a eu, alors je renvoie, petite page promo Smart Bourse, je renvoie à l'émission qu'on a faite la semaine dernière, jeudi dernier, je crois, il y a une semaine, avec le directeur de gestion de Mirova, notamment. Il y avait aussi Tikeo et Candriam qui étaient là, justement, sur cette enquête du Monde. Parce que Mirova, ils ont 8 fonds qui sont pointés du doigt et nommés dans cet article et cette enquête du Monde sur les 388 fonds qui sont cités. Des fonds article 9, évidemment, chez Mirova, avec des parts grises de quelques pourcents dans ces fonds article 9. Quand on regarde les parts grises, on retrouve effectivement, vous avez cité, alors c'était l'exemple chez BlackRock, mais chez Mirova, on trouve du Enel, on trouve du Nextera, on trouve du Engie. Je veux dire, alors, c'est des boîtes qui vont... Non, mais attendez, Frédéric, c'est des boîtes qui vont, et ce n'est pas des promesses à 50 ans, c'est des boîtes qui ont engagé des investissements sur 2, 3, 5 ans, des dizaines de milliards d'euros pour déployer des dizaines, je dis bien des dizaines de gigawatts de puissance électrique générée par des énergies renouvelables. C'est bien plus que le programme de relance nucléaire français, etc. Hervé Guez le disait mieux que moi, je vous renvoie encore une fois à l'émission et je ne veux pas parler à sa place.
si il devient interdit quand on veut faire de l'impact et participer à la transition énergétique, s'il devient interdit d'investir dans ces entreprises qui, encore une fois, vont dépenser des dizaines de milliards pour installer des dizaines de gigawatts de capacité électrique renouvelable, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, vous aviez titré, non mais je vous comprends très bien, Grégoire, vous aviez titré La votre grande émission tromperie. la semaine dernière, la grande tromperie et la faut mettre des fonds la indiciels. BlackRock, fatigue c'est une des chose. gérants Là, on verts. parle de gérants. Voilà. Là, on parle de gérants actifs, de conviction, qui ont un niveau d'expertise. Encore une fois, je tape pas sur BlackRock. C'est des fonds indiciels, c'est de la gestion indicielle. Les indices sont mal fichus, très bien. Là, on parle de gens qui ont un niveau d'expertise quand même sur ces questions climatiques et de transition énergétique, peut-être sans égal sur la place parisienne, quand on parle du métier de la finance. Et je n'ai aucun doute sur la conviction d'Hervé Guez, des équipes de recherche de Mirova, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. J'entends, moi, cette grande fatigue des gérants verts. Effectivement, la réglementation s'est énormément durcie à l'encontre de l'ensemble du secteur de l'investissement et en particulier du secteur ESG. C'est pas par hasard. C'est aussi parce qu'il y a une demande sur le marché. Et ça fait quand même, moi, chez Mediatico, ça fait 10 ans que je regarde ce que font des fonds comme Mirova, ce que fabrique le secteur de l'ISR. Et ça fait 10 ans au moins qu'on se dit, mais quand est-ce que ce secteur émerge dans l'opinion publique ? Quand est-ce qu'on vend des produits responsables aux consommateurs, aux clients des banques ? Quand est-ce que ça arrive sur le marché ? Ça y est, peut-être qu'on commence à y être. Donc évidemment, le sujet arrive dans le débat public. Donc je n'ai pas de doute sur la conviction des équipes de Mirova, de Candriam, voilà, des gérants verts. Moi, j'ai un doute sur la pertinence de l'étude, en l'occurrence, Frédéric, vous l'avez bien compris. Mais la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ça fait 10 ans qu'on se bagarre. Aujourd'hui, on arrive à un moment où on commence à démocratiser ce sujet dans l'opinion publique. Et donc, par conséquent, on voit apparaître une exigence des consommateurs qui ne veulent pas qu'on les prenne pour des billes. Voilà, mais moi, je ne sais pas si l'épargnant final, il ne veut pas voir Enel, Engie ou Nextera, quand on lui explique que ces boîtes-là vont encore développer pour des dizaines de milliards d'euros d'investissement. C'est engagé, hein, ce n'est pas des engagements à 50 ans qui ne seront pas tenus, ça. C'est dans les plans des boîtes qui sont à 2, 3, 5 ans. En fait, Grégoire, j'entends très bien. Ce que disent les consommateurs au travers de la voix des ONG. Les consommateurs, ils ne parlent pas tout seuls, c'est les ONG. Alors les ONG sont dans une position assez radicale aujourd'hui, mais comme l'est de plus en plus le secteur associatif, le secteur de l'économie sociale et solidaire avec lequel nous, on est en contact permanent, l'ensemble des citoyens, le monde de la politique aussi, est de plus en plus radical. En fait, c'est la société qui se radicalise. Peut-être que les gérants de fonds ne l'ont pas vu arriver aussi vite. Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser aussi, mais voilà, il y a cette exigence et les consommateurs, les épargnants et les gens qui veulent investir ne veulent pas qu'il y ait tromperie sur la plaquette de présentation. Si on leur dit on investit 100% durable, il faut que ce soit 100% durable. Ou alors on dit c'est 60%, mais Hervé Guez, c'est 40%. Il considère qu'investir dans Enel ou dans Engie, ça fait partie justement de la finance à impact et de la manière dont on doit faire la transition énergétique demain. Mais il disait aussi... C'est pas une tromperie vis-à-vis de l'épargnant final. Ce que disaient vos invités aussi, c'est que ça sert à rien de mettre tout le monde en article 8 pour qu'il n'y ait plus personne en article 9 parce qu'on les déclasse, parce qu'en fait ils ne sont pas assez bons. Il n'y a plus personne dans l'article 6. Donc en fait, si on refait un magma article 8 dans lequel tout est mélangé, ça ne veut rien dire non plus. Moi, je pense qu'on mériterait beaucoup plus d'avoir une segmentation très claire entre, vous avez dit, le monde n'est pas noir ou blanc, il n'est pas vert ou brun, le monde est gris, et il y a plein de nuances de gris, comme tout le monde sait. Et donc, effectivement, est-ce qu'on est très gris, gris-blanc, mais disons-le, ne trompons pas, en fait, les citoyens. En fait, on parle de démocratie dans cette affaire-là. Si la transparence sur l'information n'est pas faite, on se trompe sur nos choix de société. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que la finance, qui a un pouvoir considérable pour changer la société, nous dise ce qu'elle est véritablement en mesure de faire. On ne veut surtout pas qu'elle nous mente. Bon. Après, les positions de ces fonds, elles sont publiques. Hein. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas de complot et ce n'est pas la grande tromperie. Hein. Chacun peut aller voir... Non mais attendez... Mais vous connaissez les journalistes, Frédéric, Le Monde ou d'autres, ils font des titres vendeurs. Mais n'empêche que... D'accord, mais toutes les positions de ces fonds sont publiques. Hein. Ce sont des fonds publics. Hein. Ce sont des fonds publics, mais vous savez très bien aussi que tous les investisseurs ne vont pas aller chercher les petites lignes pour comprendre comment sont composés les fonds. On regarde le titre du journal ou le titre du fonds d'investissement et en fait, on a plutôt envie d'y croire au début. Oui, mais un épargnant engagé qui veut donner du sens, il faut aussi qu'il fasse un peu son travail, quoi. Absolument, ça je suis entièrement d'accord. Il faut qu'on aille creuser. Oui, quand on veut vraiment s'engager à titre individuel en tant qu'investisseur ou en tant qu'épargnant ou en tant que consommateur ou en tant qu'électeur, c'est pareil, il faut aller creuser effectivement ce qu'il y a dans les documents.
On parlera des banques éthiques en 2023. D'accord. Je suis désolé, non, mais le débat Pas est de souci, passionnant bien et sûr. cette question-là était clé. Et c'était très bien de pouvoir en discuter avec vous. On se réserve le sujet spécifique des banques éthiques pour votre retour en 2023. Comme chaque mois, évidemment, dans Smart Bourse. Merci beaucoup à d'avoir. vous, Merci à tous. Frédéric. Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, avec nous une fois par mois pour évoquer les enjeux de la finance et de l'économie à impact dans Smart Bourse sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.